Bon, on est prêt à commencer tout le monde, je pense. Je me présente, Mark Miller, conseiller pédagogique en intégration des technologies ici à la commission scolaire, la PPN, professionnelle de pédagogie numérique. En fait, je suis accompagné de ma collègue Jessie aujourd'hui. Bonjour. Nous sommes deux d'une équipe de 5. Elle vient d'apparaître à l'écran. Moi, je vais animer la formation aujourd'hui. Jessie va gérer le clavardage et les questions et les tours de parole. Dans le fond, ce qu'on vous invite, c'est au fur et à mesure que je passe à travers les sections de ma présentation aujourd'hui, je vais vous inviter à des séances de questions, mais ce qu'on aimerait que vous faites, c'est que vous écriviez vos questions dans le clavardage, ce qui va permettre à Jessie soit de répondre directement dans le clavardage ou de m'indiquer qu'il y a une question et de me lire les questions, ce qui me dégage d'avoir à lire sur deux écrans en même temps. Puis, une fois que Jessie a vu votre question, elle va mettre le petit pouce en l'air, ce qui va vous indiquer que votre question a été vue et qu'elle va m'en parler en temps et lieu à travers l'animation de la formation. Fait que notre formation aujourd'hui, Jessie, voulais-tu dire bonjour? Bonjour tout le monde. Donc, toutes les questions sont bonnes, puis on va répondre à toutes vos questions, alors n'hésitez pas. C'est en plein ça. Fait que la formation aujourd'hui, on va toucher les questionnaires interactifs aujourd'hui dans deux contextes. En fait, je vais vous parler de plusieurs contextes pédagogiques. Mais en général, notre formation, ça va être une formation pour débutants dans Google Formulaire, en fait. Il y a d'autres outils de sondage interactif ou de questionnaire interactif. Je vais vous en glisser un mot à la toute fin. Mais on va prendre l'heure de formation aujourd'hui pour faire le tour comme il faut de Google Formulaire, qui est un bon passe-partout, en fait, pour faire des questionnaires interactifs. Donc, la formation est séparée en 5 ou 6 petites sections. Fait que normalement, ce que j'aime faire, c'est que je vais animer une courte section pour vous montrer une étape. Ensuite, on va prendre des questions sur cette étape-là et ainsi de suite, on va passer à travers les sections. Fait qu'il se peut dans vos questions qu'on va vous dire qu'on va répondre un peu plus tard ou la réponse s'en vient. Mais posez votre question pareil, Jessie va manipuler tout ça dans les périodes de questions. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'équipe. Je vous ai présenté Jessie. Il y a 3 autres membres de notre équipe. Vous nous croisez probablement dans la salle virtuelle ou dans vos écoles. Je tenais juste à vous les présenter. Oups, j'ai changé de place, je m'excuse. Bon, on va parler de Google Formulaire aujourd'hui. C'est un outil Google. L'icône, c'est l'icône mauve ici que vous voyez encadré en noir à travers tous les autres outils Google. Je vais vous montrer tantôt comment on va aller activer l'outil et où on le trouve dans l'interface de Google quand on est en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on crée un Google Formulaire ou quand on veut utiliser un questionnaire interactif Google, quand on parle Google Formulaire, ce n'est pas un outil qui existe en application. Donc, on peut faire la création sur un iPad, mais ça va beaucoup mieux si on utilise l'interface web. C'est-à-dire, quand on va faire la création, moi, je vais travailler sur mon ordinateur. Vous pourrez travailler dans un Chromebook aussi, mais la création se fait beaucoup plus facilement et l'outil est destiné pour travailler dans les navigateurs web des ordinateurs. Quelques applications pédagogiques pour des questionnaires interactifs d'un coup que vous n'y avez pas pensé. On va en effleurer quelques-unes aujourd'hui. Dans le fond, c'est si je veux sonder mes élèves, je peux donner une voix à mes élèves, leur permettre de me répondre, leur permettre de s'exprimer. Je peux utiliser ça en amorce de discussion ou carrément, je veux savoir ce qu'ils pensent de quelque chose avant que je me lance dans un projet, une idée. Je pense entre autres au contexte, vous êtes beaucoup à contacter vos élèves pour voir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font ces temps-ci. On essaie d'animer une petite discussion avec nos élèves, tout ça. Bien, ça peut être une bonne opportunité. Puis le petit sondage que je vais vous donner un exemple aujourd'hui, au début, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Quand on parle de matière ou de notions, il y a plusieurs contextes, vous les voyez à l'écran, on peut vérifier les acquis, on peut éveiller la curiosité de nos élèves, activer les connaissances intérieures, c'est tous des contextes peut-être avant une séquence d'enseignement qu'on peut faire. Ça nous permet d'offrir de la pratique guidée aussi. Dans nos sondages, il y a toujours la possibilité de regarder les résultats en temps réel en même temps que l'élève le fait avec nous, de l'arrêter, de lui donner un retour, de corriger le tir, puis lui permettre de faire d'autres questions dans la séquence qu'on aura planifiée. En voyant la réponse des élèves ou en ayant la possibilité de consulter les réponses, soit en temps réel ou soit après que tous les élèves aient vécu le sondage,
mais ça nous permet de donner des rétroactions très, très précises parce qu'on aurait vu qu'une certaine question ou une telle notion, personne ne la maîtrise, donc j'arrête tout, je le reprends et je continue. Puis, tous ces contextes-là, je tiens à vous dire, tous ces contextes-là sont bons dans l'enseignement à distance qu'on vit particulièrement présentement, mais ça se vit très bien en classe ou en devoir à la maison dans un contexte ou un fonctionnement scolaire habituel. La dernière option que je n'ai pas nommée dans la liste que je vous fournis là, c'est d'offrir des activités de pratique autonome aussi, où on est un peu moins présent, mais il y a moyen dans la plupart des questionnaires interactifs que l'élève se fasse corriger au fur et à mesure qu'il répond à son sondage, qu'il sache s'il a la bonne réponse ou pas. Et même, il y en a plusieurs où on peut programmer une petite rétroaction directe dans l'outil, ce qui lui permet de passer à travers une certaine exercitation, une certaine validation des connaissances à lui-même tout seul pour voir s'il a compris. Aujourd'hui, le plan d'attaque aujourd'hui, j'ai divisé ma présentation aujourd'hui en 6 sections. Je vais vous faire vivre une questionnaire en temps réel, en ligne, puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne pour moi quand je la regarde. Ensuite, on va tomber tout de suite dans la création. Puis la raison pourquoi je vais vous faire vivre ça au début, c'est que je trouve que c'est toujours plus pratique de savoir un peu ça a l'air de quoi le produit final avant qu'on le crée, surtout dans ce contexte-ci où ce que le livrable à l'élève est différent un peu de ce qu'on va voir nous en planifiant ou en montant l'activité. Fait que comme vous voyez, on va passer à travers une étape de création de questions. On va regarder ce qu'on a comme possibilité de faire répondre aux élèves, puis si on veut donner des points ou des rétroactions aux élèves. Ensuite, on va regarder comment on l'envoie, comment on donne accès au sondage ou au questionnaire à nos élèves. Puis, pendant la création, on va se créer un petit sondage qui sera notre deuxième exemple d'un questionnaire. On va se le vivre ensemble. Puis ensuite, je vais vous montrer les options qu'on a pour consulter les réponses de nos sondages en temps réel. Fait que, sans plus tarder, je vais avancer un peu vite. J'ai l'impression que je regarde toujours un peu à gauche parce que mon interface de Teams, où je vois ce qui se passe dans les groupes, elle est là. Et j'ai tendance à la regarder moi aussi. Bon. Ma premier exemple, c'est un exemple juste de donner une voix aux élèves. Dans le fond, c'est un sondage simple. Je n'ai pas programmé de réponse, il n'y a pas de correction. C'est juste pour savoir ce que les gens en pensent. Je pourrais utiliser le même type de sondage que je vais vous faire vivre pour voir ce que, activer les connaissances intérieures ou autres. Je ne veux pas nécessairement que les élèves aient une bonne ou une mauvaise réponse. Je veux voir ce qu'ils se rappellent de quoi, ils connaissent quoi sur un sujet en particulier. Alors, je vais quitter ma présentation et je vais vous montrer, dans le fond, je vais vous soumettre un lien dans le clavardage que vous allez pouvoir suivre pour vivre le sondage. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la fin du monde. Je veux juste que vous ayez la chance de le faire. Fait que dans le fond, ce que je vais vous mettre, c'est un lien cliquable que j'ai été chercher dans mon sondage. Je vais vous le montrer à l'écran, comment je vais le chercher, mais je vais l'expliquer un peu plus tard quand on est dans la création. Fait que voyez-vous, mon interface de Google Forms est ici. J'ai mon formulaire qui est déjà programmé. J'ai planifié 3 questions pour vous. Moi, je clique sur le bouton Envoyer, puis quand je vais envoyer le sondage, mais je peux entrer les adresses de courriel des élèves. J'ai quelques options ici. On va les regarder plus tard. Moi, ce que je veux, c'est que je veux vous donner un lien que quand vous cliquez dessus, vous avez le droit de compléter le sondage directement. Donc, je sélectionne mon lien, je la copie et je vais le coller directement dans mon interface de Teams dans le clavardage. Vous avez le lien à droite. Je vous invite à cliquer dessus et prendre 2 minutes pour consulter le sondage. Je vous dis go! On va se donner 2 petites minutes. Marilyn, on pourrait mettre le lien directement dans Google Classroom. Effectivement, j'ai vu votre question. Ce lien-là, on peut l'envoyer par courriel, on peut le coller quelque part. Je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation. Une fois qu'on a monté notre présentation, on a passé à travers les étapes de création. Marc, est-ce que tu veux que les participants répondent au sondage ou tu veux seulement qu'ils le regardent pour le moment? Vous pouvez, oui, je comptais sur la réponse. J'ai une douzaine de réponses de soumis déjà. Si vous regardez mon interface devant vous, vous voyez le chiffre ici augmenté. Je vais agrandir mon interface un petit peu pour vous.
Fait que j'ai un 18 ou un 20 réponses, c'est parfait. Pour les gens qui n'avaient pas fini, c'est bien correct. J'ai une quarantaine de personnes, je pense, dans la formation aujourd'hui, fait que j'attendrai pas que je sois rendu à 40. Je voulais juste que vous voyez un peu l'interface. Si vous soumettez vos réponses plus tard, c'est parfait. Dans le fond, ce que vous voyez dans mon interface ici, de mon formulaire complété, celui que j'ai préparé à l'avance, j'ai mon titre, j'ai ma page de questions, puis je peux consulter les réponses ici, puis je vois que j'en ai 31. Fait que maintenant que vous avez vécu le sondage, vous voyez qu'il y a des questions qui apparaissent dans votre écran. Vous rentrez les réponses, puis à la toute fin, vous cliquez sauvegarder ou envoyer, je pense. Puis les réponses m'arrivent directement et très rapidement. Je n'irai pas plus loin que ça dans les réponses pour la rétroaction. Mon intention, comme je vous dis, c'est que vous vivez ou vous avez la compréhension de ce que ça donne à l'écran, ce qu'on s'apprête à créer ensemble. Fait que je vais laisser ce sondage-là ouvert. On va y revenir tantôt dans mes exemples. Fait qu'on est prêt à commencer la création, à moins que Jessie avait des questions rapides par rapport à quelqu'un qui aurait eu de la misère à suivre le lien ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de questions par rapport à l'activité qu'on vient de vivre présentement. Je peux t'en lire une. J'imagine que tu vas y répondre plus tard, Marc. Il y a une personne qui dit comment mes élèves peuvent lire les commentaires que je rédige sur un Google Form. Donc, j'imagine que tu vas y revenir plus tard. Oui, on va parler de comment on peut répondre aux élèves ou leur donner la rétroaction, effectivement. Donc, à partir de mon Google Drive ou mon Google Disk en français, je vais me connecter à mon compte Google de la commission scolaire, bien sûr. Là, on se retrouve directement dans mon compte Disk et je peux ouvrir l'application Google Formulaire ici, dans mon gouffre à droite. Moi, je vais l'ouvrir par la deuxième manière. Je vais créer un nouveau formulaire ici à partir de mon Google Disk parce que je suis déjà à l'endroit ou le sous-dossier dans mon organisation, dans mon Google Disk, où je voudrais que mon sondage soit logé. Donc, j'ai navigué vers l'endroit où je le veux. Je clique Nouveau. Je vais dans Plus et je vais me créer un Google Formulaire vierge. C'est parfait. Mon formulaire vierge se lance. Là, il y a plusieurs options. Je vais vous dire tout de suite, il y a plusieurs options pour gérer de la couleur. Je peux mettre une image en bannière. Faute de temps, je vais vous laisser explorer ces options-là ici, en dessous de la petite palette ici pour personnaliser le thématique. Je n'irai pas là-dedans aujourd'hui, juste parce que je veux vraiment me donner le temps de toucher les éléments de base dans les 48 minutes qui nous restent dans notre formation aujourd'hui. Donc, je suis dans mon formulaire vierge. Je vais me donner un titre à mon Google Formulaire. Je veux pouvoir le retrouver dans mon Google Docs parce qu'il est dans mon Google Drive, parce que je le consulte comme tous les autres documents chez Google. Il va être dans mon Drive. Donc, je vais l'appeler exemple 2 questionnaire tout simplement. Dans le titre, je vais laisser le titre exemple 2 questionnaire pour nous aujourd'hui. Le but, c'est juste que je vous montre un peu comment les questionnaires fonctionnent, puis quel type de questions qui sont à notre disposition. Si je reviens à ma présentation rapidement, vous avez vécu la formation, je donne une voix à mes élèves, vous avez vu le type de questions que ça donnait. On va en parler un peu à travers la création des types de questions, chose que je m'apprête à faire tout de suite avec vous. Donc, dans mon interface de questionnaire, j'ai ma barre de questions ici. Quand je veux ajouter une nouvelle question, j'ai le bouton plus ici pour ajouter une question. Et vous voyez qu'il va m'ajouter une question. Là, j'en ai 2, mais pour chaque question, j'ai mes choix de type de questions ici. Puis Google offre un 7, 8 ou un 9, 10 choix de questions de types différents. J'ai des questions à réponse courte. J'ai des questions en paragraphe. C'est à peu près la même interface, mais la réponse en paragraphe, il y a plus d'espace. Un élève pourrait écrire une réponse longue, par exemple. J'ai des questions à choix multiples, des questions à cases à cocher. La différence entre ces deux-là, rapidement. Un choix multiple, je pourrais préciser une bonne réponse. Tandis qu'une case à cocher, il pourrait en avoir plusieurs. Puis ça, c'est sûr que si c'est dans le cas où je décide que mon formulaire est un questionnaire et que je veux donner des points pour des bonnes réponses ou je veux indiquer à l'élève une bonne ou une mauvaise réponse. Les deux sont assez semblables si je ne suis pas en train d'indiquer une bonne ou une mauvaise réponse à l'élève. J'ai des listes déroulantes, donc l'élève va choisir parmi quelques réponses. Ça me permet peut-être plus d'options que les deux autres. Je peux avoir une échelle linéaire où la personne va répondre 1, 2, 3, 4 ou 5 selon une gradation que je vais avoir communiquée. Les guides à choix multiples, je vais les sauter, mais dans le fond, c'est
l'élève peut choisir à travers 9 ou 10 options par rapport à ça. C'est un peu plus difficile à consulter en résultat. Je considère ça une question un peu plus avancée, puis il faut jouer avec. Je ne passerai pas celle-là aujourd'hui. Et les dernières, la date pilar, c'est des questions qu'on peut demander à l'élève aussi. Mais on va focuser surtout sur les 3-4 premières, les réponses courtes pour les autres, puis les choix multiples, les cases à cocher. Donc, j'ai mes types de questions. Vous voyez dans ma barre d'outils aussi que j'ai d'autres affaires. Je peux programmer un sondage qui est assez complexe. Je peux donner des titres ou des sous-titres à mes sections. Je peux faire des sauts de sections. Je peux insérer une vidéo à travers le questionnaire. Fait que la personne va faire peut-être question 1, regarder une vidéo, ensuite répondre à 3, 4, 5, question numéro 3, 4 ou 5 après. C'est tous des éléments que je peux intégrer. Je peux intégrer des images aussi à part. Entre mes questions. Fait que là, on est dans le cas où je crée vraiment une séquence d'apprentissage où l'élève va travailler à travers son questionnaire. C'est dans ce type de contexte-là où je vais utiliser les autres options. Je vous disais tantôt qu'on peut programmer notre questionnaire dans les options avancées, dans le fond. Je ne les toucherai pas aujourd'hui, mais on peut aussi programmer un questionnaire un peu plus individualisé à l'élève où l'élève va, selon certaines réponses, il va avoir accès à des questions, puis selon d'autres réponses, il va avoir accès à d'autres questions. Fait que, mettons, un élève qui répond mal à une question, mais je peux lui faire un trajet de 3 ou 4 questions supplémentaires. Ensuite, il va revenir rejoindre le tronc commun du questionnaire. Mais c'est un peu trop avancé pour ce qu'on a le temps de voir aujourd'hui, mais sachez tout simplement que ça existe. Bon, création de questions. Le questionnaire aujourd'hui va être assez de base. On va rester dans des questions très, très simples, juste pour vous montrer le fonctionnement. Je n'irai même pas nécessairement dans les notions précises dans les matières pour vous donner des exemples. Vous allez être capable d'extrapoler un peu. Fait que, première chose, question à choix multiples. Vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas de question de vrai ou faux, d'identifier comparé à certains autres outils de questionnaire. Mais je peux me faire une question vrai ou faux. Donc, une première question qu'on va créer, c'est un ministre s'appelle on va rire un peu un matin. S'appelle Jean Charest. Première option vrai, deuxième option faux. Là, vous allez pardonner mes fautes de frappe puis l'orthographe. Je fais ça rapidement aujourd'hui. Si vous voulez me le dire dans le clavardage, c'est parfait, mais je ne suis pas sûr que je vais aller les corriger nécessairement. Donc, j'ai une question vrai ou faux. J'ai utilisé le choix au multiple pour une question vrai ou faux. Je vais me créer ma deuxième question, elle est déjà créée. Je vais choisir autre chose. Je vais choisir une question à réponse courte. Quelle est la capitale? Quelle est la capitale de Québec? Parfait. La réponse courte, je vais vouloir qu'ils m'écrivent le nom. Ah, tiens, on va dire autre chose. J'ai une réponse courte, ça vous va? Bon, j'ai une question réponse courte, j'ai une question à choix multiple. Puis voyez-vous dans mes options de questions ici, à côté de chaque réponse, j'ai la possibilité d'attribuer une image à côté de chaque réponse. Quand je suis dans la zone question, je peux mettre une image qui accompagne la question. Donc, je pourrais avoir une question pour identifier une partie d'un animal ou identifier une notion que j'ai mis là en sciences humaines. Ou ça pourrait identifier tous les outils qu'utilisent les Autochtones dans l'image à côté. Ou des questions de ce type-là. Si je vais créer plusieurs questions qui sont semblables, je peux toujours copier mes questions ou en faire une duplication de la question d'accélérer un peu ma création. J'ai ma corbeille ici pour mettre une question aux corbeilles, puis j'ai le choix ici à droite de rendre une question obligatoire. Ça veut dire que l'élève ne peut pas avancer à la prochaine question s'il n'a pas soumis une réponse pour celle-là. Je peux changer l'ordre de mes questions également. Mettons que j'en ai créé 2 ou 3 ou 4. J'ai une petite poignée ici où ça me permet de changer l'ordre de mes questions et de glisser les choses dans ma page. Fait que je peux créer mes questions en vrac
puis ensuite changer l'ordre par rapport à ça. Donc, j'ai une question-réponse courte, j'ai une question de vrai ou faux. Si je veux créer une question avec les cases à cocher, oups, excuse-moi, j'ai modifié celle-là, je m'excuse. Celle-là était une réponse courte. Je vais me créer une nouvelle question. Elle est ici. Je vais m'arranger pour qu'elle soit la troisième. Parfait. Et là, je veux des cases à cocher. Je vais mettre quelque chose de très simple pour vous montrer que on a quelques options. Si vous avez perdu un peu la notion du calendrier, vu qu'on est en confinement, on va vous rappeler c'est quel mois. Donc, j'ai les cases à cocher et je peux toujours ajouter une section autre à mes questions. La section autre, dans le fond, ça permet à celui qui va vivre le sondage de rajouter une réponse. Voyez-vous, puis je peux rajouter une section autre n'importe où dans tous les styles de questions. Donc, j'ai mes 3 types de questions de base. Vous pouvez imaginer d'autres contextes pour l'utiliser. La dernière que je vais vous montrer, elle est ici. Réponse courte, paragraphe, je vous disais, c'est la même chose qu'une question à réponse courte, mais avec une paragraphe plus longue. Choix multiple, cases à cocher. Liste déroulant, elle est semblable aux cases à cocher. Je fournis les réponses, puis la liste se déroule. Ça me permet d'économiser un peu d'espace à l'écran. L'échelle linéaire est intéressant comme type de question. Je peux décider que j'ai plusieurs niveaux dans mon échelle et je peux donner des étiquettes à mon échelle. Donc, tiens, ça peut être aimez-vous la pluie, ça peut être n'importe quoi. Je vais choisir quelque chose qui a peut-être une meilleure... celui-là, je ne le corrigerai pas, mais ça serait plus un sondage par rapport à ce que les gens en pensent de quelque chose. Donc, je vais supprimer celle-là pour l'instant, mais je vous ai montré un peu ça a l'air de quoi quand on le fixe. La raison pourquoi je supprime celle-là, c'est parce que l'intention de ce que je vous montre aujourd'hui, c'est comment ajouter une corrigée et virer ce questionnaire dans quelque chose qui peut se corriger tout seul. Fait que là, j'ai mes 3 questions. Bon, la question que je me pose après, c'est est-ce que je vais envoyer ça aux élèves tels quels et juste regarder la réponse de manière formative? Est-ce que je veux mettre l'élève dans un contexte où il voit s'il y a la bonne réponse ou la mauvaise réponse pendant qu'il vit le sondage? Mais on va regarder cette section-là, ces choses-là, dans 2 petites secondes. Dans la prochaine section de ma présentation, vu que j'ai créé mes questions, je vous ai montré comment on ajoute des questions, c'est assez facile. Jessie, est-ce que nous avons des questions sur la première bout que j'ai montrée? Oui, il y avait Guylaine qui demandait est-ce qu'on peut copier-coller une question qu'on a déjà écrite dans un fichier docx? Oui. La zone éditable ici, dans notre question, est modifiable. Si j'avais un questionnaire dans un document Word ou autre, le copier-coller, ça marche. Après ça, on a Marie-Pierre qui demande est-ce qu'il y a possibilité que la question et les réponses soient lues? Donc, j'imagine avec du audio, par exemple. Oh! Quand on consulte le questionnaire, mettons l'élève, quand il reçoit le questionnaire sur un appareil, quel qu'elle soit, que ce soit sur le navigateur web ou autre, si son outil, mettons WordQ ou autre, va le lire, oui. C'est problématique dans le sens que les zones de réponse sont probablement des zones où il va falloir que l'élève relance à chaque fois son synthèse vocale, par exemple, pour être lu par un outil de synthèse vocale. Je pense que peut-être que l'enseignante était plus au niveau du primaire, peut-être des élèves qui ont vraiment de la difficulté à lire. Là. Je faisais des recherches pendant que tu parlais, Marc, puis il y aurait possibilité, si vous avez par exemple un dictaphone sur votre iPhone, d'enregistrer vos questions, d'aller les déposer dans le Drive, même chose pour les réponses, puis de mettre des liens cliquables URL là, pour que l'enfant puisse écouter. C'est des étapes de plus, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Ça commence à être du montage de taille. OK, merci, Jessie. Il y a Mélanie qui demande est-ce qu'il est possible d'insérer des formules mathématiques? Est-ce qu'il est possible d'insérer des équations chimiques en sciences? OK. Dans la rédaction de base, dans le formulaire, non. Mais avec l'option image ici, on pourrait avoir notre photo d'une équation pour s'insérer directement. Il y a d'autres outils qui ont vraiment d'autres outils de sondage que je vais vous mentionner à la fin de la formation.
GoFormative, entre autres, en est une, qui lui, a une tablette de création où ce qu'on peut créer avec des symboles mathématiques directement dedans. C'est un outil qu'on ajoute. Parfait. Puis la dernière intervention, on te demanderait de montrer à nouveau comment faire changer l'ordre des questions. Parfait. Je suis dans mon questionnaire ici. Ma question numéro 1 pour l'instant, c'est quelle est la capitale de Nouveau-Brunswick? Voyez-vous les 6 petits points ici dans le haut de ma question ou dans le haut de ma zone carrée de question? Mais quand ma curseur devient les 4 petites flèches, je clique et je glisse. Je clique et je la déplace, puis je le tiens et je laisse tomber quand la question, après ou avant laquelle je veux le placer, elle est là. Fait que là, voyez-vous, c'est un petit poignet comme ça. Un petit bug que j'ai comme souvent comme question, on a de la misère à amener l'avant-dernière question à la place de la dernière. Il faut faire l'opération à l'inverse. Je vais vous montrer ce que je veux dire. J'ai de la misère à amener la question, l'avant-dernière, complètement à la fin, si c'était ça que je voulais déplacer. Donc, il faut juste y penser de prendre la dernière puis de le monter à la place. C'est un petit détail, mais c'est un détail des fois qui cause des ennuis à certaines personnes. Il y a Marie-Ève Bureau qui répond un petit peu à la question de Mère-Pierre. Puis ça, je vais prendre en note, puis on pourra vous faire un suivi par rapport à ça. Au niveau de l'audio, Marc a dit, on a reçu un sondage par notre direction et il y avait une option de lecture du texte à la fin de chacune des questions. Il y a un dessin où c'est écrit lecteur immersif. Fait que peut-être une extension qui existe, on pourra faire un suivi là-dessus. C'est peut-être quelque chose qui est propre à ton sondage ou c'est peut-être quelque chose qui est propre à ton navigateur web. Fait que soit que le créateur fournit à celui qui va vivre le sondage, soit que celui qui va le vivre va avoir besoin de quelque chose. Il y a sûrement de quoi faire, effectivement, c'est une bonne question. Merci beaucoup, on va se mettre là-dessus. Si tu n'as pas d'autres questions, je vais passer à la prochaine section de démonstration. Comment gérer les réponses et les pointages. Dans le fond, si on veut fournir une réponse à l'élève, il y a 2 étapes. Premièrement, il faut que j'indique dans ma question c'est quoi la bonne réponse. Et une fois que j'indique c'est quoi la bonne réponse, mais là, il faut que je décide si j'attribue un pointage ou pas. Mais pour ça, il faut que j'active l'option questionnaire aussi dans mes paramétrages. Fait que je vais aller le faire tout de suite en paramétrage. On va faire un petit tour dans la roue d'engrenage ici en haut à droite pour les paramètres. Je vais vous expliquer ce qui vous est disponible en termes d'options. Ce sera à vous d'aller expérimenter différentes combinaisons d'options pour voir ce qu'on veut faire. Fait que dans les paramètres de notre sondage, à la base, on a notre section générale. Ce qui est à remarquer dans la section générale, qui n'influence pas vraiment les réponses, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous en parler. On va y revenir dans la section générale pour la connexion des utilisateurs s'ils ont besoin d'être connectés à leur compte Google ou pas pour vivre le sondage. Les 2 options sont possibles. On va y revenir. Ce qui nous intéresse pour l'instant pour les réponses, c'est la section questionnaire. Si je veux que mon sondage soit un questionnaire parce que j'ai l'intention de fournir des réponses et ou parce que j'ai l'intention de mettre un pointage, il faut que je travaille dans cet onglet de paramétrage-ci en premier. Donc, où je veux attirer votre attention, c'est si on veut communiquer une note à l'élève immédiatement ou plus tard. Donc, à la fin, après une révision manuelle, ça veut dire que moi, je dois faire une certaine correction à la fin. Et aussi, je vais laisser sur immédiate, ça veut dire que quand l'élève a fini, il va avoir son résultat. Et est-ce que les répondants vont pouvoir voir les questions ratées, les bonnes réponses, ou est-ce qu'il y a une barème de notation? C'est bon. Si je reviens dans Général, vu que j'ai activé une option dans les questionnaires pour qu'il y ait le résultat, par défaut, il va leur demander une adresse de courriel quand ils vivent le sondage. On en parlera un peu plus tard. Ces combinaisons-là, il y a moyen de jouer avec un peu. Puis, dans mon onglet de présentation ici, c'est vraiment juste ce que l'élève voit pendant qu'il vit le sondage. C'est les petites options qui sont assez claires. C'est une barre de progression. Si, mettons, j'ai plusieurs pages dans mon questionnaire ou ce genre de choses-là. Et pour l'instant, on a activé la fonction questionnaire. Je m'excuse. Bon, notre première question, on demande à l'élève une question vraie ou faux. Je clique sur ma question pour l'activer. Donc, j'ai toutes mes options de questions.
et je vais basculer vers l'option clé de correction pour pouvoir préciser que la réponse est bien faux. Je pourrais ajouter du pointage ou pas dans mon questionnaire et je peux ajouter des commentaires automatiques ici. Là, les commentaires automatiques, c'est super le fun parce que je peux donner de la rétroaction différente selon si la personne a répondu de manière correcte ou incorrecte. Donc, je mets un commentaire ici, je peux mettre un autre commentaire ici, et selon la réponse du jeune, il va avoir un des deux. Je peux mettre la même chose dans les deux cas si je veux. Puis, je peux également joindre une vidéo ou un lien vers autre chose. Je pourrais avoir carrément un document à consulter suite aux réponses de l'élève parce que je veux qu'il aille se valider, parce que je veux lui offrir des explications supplémentaires. Encore là, ça dépend, le niveau de complexité de ce que je veux donner comme rétroaction va dépendre du niveau de complexité de ma question, bien évidemment. Donc, ma réponse incorrecte ici, je pourrais mettre carrément incorrect, notre premier ministre et ainsi de suite. Dans la bonne réponse, je peux mettre juste un bravo. Et ainsi de suite. Je pourrais mettre un lien, je pourrais mettre une vidéo ou autre chose. Je vais enregistrer mes rétroactions. Fait que là, voyez-vous, dans l'interface de ma question, là, je vois tout ce que je viens de faire. J'ai mon commentaire de bonne réponse, commentaire de mauvaise réponse. Je peux retourner les modifier en tout temps. Je pourrais carrément juste décider de les effacer si je veux. Et j'ai décidé de ne pas mettre de pointage. Je clique sur terminer et toute cette information-là est écrasée, sauvegardée. Puis, je suis de retour dans mon interface de question de base. Je peux toujours retourner modifier ces choses-là dans la clé de correction ici. Deuxième question, nous sommes quel mois? Là, j'ai un choix multiple. Donc là, c'est une case à cocher, excuse-moi, il y a juste une bonne réponse à celle-là, donc je vais choisir choix multiple encore. Et encore là, je vais pouvoir ajouter la bonne ou la mauvaise réponse selon ce que je veux. Fait que je peux retourner dans ma clé de correction ici. La bonne réponse, elle est là. Je peux ajouter des commentaires également et faire terminer. Je ne suis pas obligé d'ouvrir la clé de correction. Si je veux préciser la bonne réponse, voyez-vous ici. Oh non, c'est beau, je l'ai précisé, je m'excuse. Oh oui, je peux aller en arrière. Donc, clé de correction est là. Et là, pour ma réponse courte, c'est la même chose. Je peux utiliser la clé de correction. Mais ce qu'il faut savoir pour la réponse courte, c'est que si notre jeune il fait une faute frappe, je vais fournir une bonne réponse. Quand je fournis la bonne réponse, je dois considérer quand j'ajoute mes bonnes réponses, je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre plusieurs bonnes réponses différentes pour permettre aux jeunes pour être permissive pour des fautes de frappe, dans le fond. Il faut comprendre que l'ordinateur ou le système Google, quand il va analyser la réponse que le jeune a rentrée dans une réponse courte, il va considérer que la réponse est exactement la même que ce que je fournis. Fait que par exemple ici, si je mettais Fredericton, pas d'accent, si je mettais un espace avant ou quelque chose comme ça, je pourrais permettre certaines réponses. En mathématiques, par exemple, je pourrais ajouter un décimal, puis quelques cases après le décimal, mais plusieurs versions de me décrire le même chiffre, par exemple. Fait que ce que la personne va vivre ici, on va mettre Fredericton une fois. Je vais laisser juste une réponse. Je vais juste vous parler de la possibilité de l'autre, mais je pourrais en mettre plusieurs pour leur permettre d'oublier l'accent ou quelque chose comme ça. Je ne mettrai pas de commentaire. Puis, je peux marquer toutes les autres réponses comme incorrectes, ce qui veut dire que mon système est vraiment sévère. Si je coche marquer toutes les autres réponses comme incorrectes, ça veut dire que moi, je n'aurai pas à faire la correction manuelle après. Il va attribuer le pointage et dire à l'élève c'est bon, c'est pas bon. Si j'enlève cette option-là, le système va me permettre de retourner moi, puis j'ai une interface de correction où je peux dire que c'est correct ou pas correct, puis le jeune aura son résultat un peu plus tard. Donc, je fais terminer pour celui-là aussi.
j'ai mes bonnes réponses, j'ai mes choses de fournies. Je vais arrêter là, prendre une petite pause pour recevoir des questions sur comment insérer des réponses ou faire du pointage. Jessie, j'imagine qu'on a plusieurs questions là-dessus. On a deux questions, Marc. La première, est-ce que le système de correction, là, je pense qu'elle parle au niveau des réponses courtes, est-ce que le système de correction est sensible aux majuscules et aux minuscules? Oui. Donc, ça pourrait faire partie de ce que j'exige ou pas, ou ce que je fournis comme bonne réponse ou pas. Fait que, par exemple, ici, en bas, avec mon Fredericton, je pourrais mettre « Je dois fournir une réponse avec F minuscule ». Et la deuxième réponse, un peu à cette question-là, c'est que le système ne le corrigera pas si je n'ai pas coché la case ici. OK? Il va me demander, moi, de faire une vérification des réponses dans les réponses courtes. Fait que c'est des choses à considérer. Deuxième question, Jessie. Il y en a d'autres qui se sont achetés entre-temps. Si on utilise Google Classroom, est-ce mieux de prendre GoFormative puisque les deux applications sont similaires? Google Formulaire est intégré dans les options de type de choses qu'on peut donner à nos élèves dans la section devoirs de Classroom. Donc, si tu te sors de Classroom, je te conseille de regarder l'outil Google Formulaire. GoFormative est un outil créé par quelqu'un d'autre. Tu vas être obligé de te créer un compte, de créer ton GoFormative à part, puis ensuite de prendre un lien de partage puis de l'intégrer dans ton Classroom. Google Formative te permet de connecter Classroom et GoFormative ensemble pour faire une gestion, mais on est quand même dans un outil à l'externe. J'essaie de répondre de manière simple à la question. De toute façon, je pense, Marc, aussi qu'il va y avoir une formation sur cet outil-là la semaine prochaine, entre autres. Là. Oui, c'est en plein ça. Mélanie demande si l'élève, dans les réponses courtes encore, si l'élève écrit le ou la, est-ce que le système comprend la réponse? OK. Je me répète, un système informatique qui regarde une réponse, elle ne le regarde pas de manière intelligente comme un humain. Donc, si la réponse n'est pas exactement ce que nous avons fourni dans la réponse, le questionnaire considère que c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas la bonne réponse. Donc, Fredericton avec un espace, Fredericton avec un F minuscule, la ville de Fredericton, toutes ces réponses-là sont mauvaises selon ce que moi j'ai marqué ici parce que la seule réponse que j'ai fournie, c'est Fredericton avec un F majuscule puis avec les accents, j'ai mis rien d'autre. Fait que tout ce qui diffère exactement de ça est considéré comme une mauvaise réponse. Finalement, il y a Sonia qui dit « J'imagine que ça viendra, mais pouvons-nous voir ce que ça donne lorsqu'un élève répond au questionnaire exemple 2 de ce que tu viens de faire, comment corriger les réponses courtes? » Donc, le visuel de l'élève. Le formulaire que j'ai créé, j'ai l'intention de vous le faire faire. Effectivement, vous allez le voir vous-même ce que ça vous donne comme rétroaction. Je vais juste faire un petit tour dans les paramétrages pour m'assurer que tout est bien paramétré, puis vous rappeler pourquoi on a mis notre paramétrage de cette manière-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la création des questions ou des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la zone réponse ou pointage? Pour le moment, c'est complet. OK. Super. Donc, notre formulaire est très simple. Je fais une dernière vérification. J'ai précisé la bonne réponse ici. Dans ma clé de création, j'ai mis des réponses. Vous allez voir ce que ça donne. Quand vous répondez par la bonne ou la mauvaise réponse, vous allez voir la rétroaction apparaître. Nous sommes quel mois? C'est une question à choix multiple, donc une bonne réponse. Dans la clé de correction, je n'ai pas mis de rétroaction, donc c'est juste la confirmation de la bonne ou mauvaise réponse que vous allez avoir. Et pour mon question pour le capitaine New Brunswick, j'ai mis Fredericton, je n'ai pas mis d'autres choix de réponse. Puis, j'ai coché que je veux que les réponses soient marquées incorrectes. Sinon, je vais ajouter un point par question, juste pour vous permettre de voir qu'on peut pondérer les résultats pour un questionnaire, mais juste pour que vous ayez un résultat aussi de pointage. Fait que mes questions sont à mon goût. Mon titre est là. Je veux retourner dans ma roue d'engrenage, dans mon onglet questionnaire. Puis là, je vais vérifier. Je veux que vous ayez la note immédiatement après l'envoi. Ça, c'est votre envoi à vous quand vous finissez le questionnaire. Mon questionnaire est converti en questionnaire.
je veux que vous ayez tout le feedback possible, donc les questions ratées, les bonnes réponses, la barème de notation. C'est parfait. Donc, pour ça, je vais enregistrer ces paramètres-là. Avant de vous l'envoyer, je vais vous expliquer le partage également. Excuse-moi, c'est pas le partage, mauvais choix de vocabulaire. Je vais vous expliquer comment on peut faire vivre le questionnaire à nos élèves. Il y a plusieurs choix. La raison pourquoi je me corrige pour le partage, c'est parce qu'un Google Formulaire est quand même un document Google. Donc, je pourrais le travailler avec un collègue avant de l'envoyer à nos élèves. Donc, je pourrais partager mon formulaire, l'interface de création de mon formulaire à un collègue. Et à deux, on pourrait travailler dans le document ensemble pour le monter de la même manière, comme on fera dans un Google document qui est collaboratif, où on peut rédiger un texte ensemble. C'est plutôt dans nos formations de Google Drive où on voit le partage, mais sachez que c'est possible de monter un questionnaire à 2 ou à 3 personnes. Donc, ce que je vois ici dans mes paramètres généraux, c'est ma paramétrage de à qui je peux envoyer le questionnaire, puis la personne, quand il reçoit mon lien vers le questionnaire, qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire pour pouvoir le compléter. Donc, je peux collecter les adresses de courriel. Cette option-là est utile si j'ai coché des options que les gens puissent revenir dans leur questionnaire. Moi, je ne vous demanderai pas vos adresses de courriel-là. Dans le fond, c'est le système qui vous oblige à vous connecter un peu. C'est celui-ci qui est celui qui est le plus important à comprendre. Comme un partage d'un Google document, vous commencez peut-être à être habitué depuis qu'on travaille à distance un peu de la maison. Si j'ai cette option-là de cocher, les gens qui reçoivent mon lien vont devoir se connecter à leur compte Google avec leur adresse de la commission scolaire et leur mot de passe de la commission scolaire pour pouvoir compléter le sondage et y répondre. Ça veut dire que si mes élèves ont leur compte, ils vont devoir se connecter et le vivre. Si je l'enlève, ça veut dire que j'enlève cette étape-là. N'importe qui a le lien, qu'elle soit membre de la commission scolaire ou pas, pourra compléter le sondage. Donc, dans le cas où un élève créera un Google formulaire pour l'envoyer à des parents ou des amis pour avoir des réponses, peut-être pour un projet en classe, mais c'est important de se le rappeler. Moi, quand je l'envoie aux enseignants ou quand j'envoie un sondage à des gens, moi, je le décoche souvent parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont plusieurs comptes Google et des fois, s'ils ne sont pas connectés à leur compte Google de l'école, mais ils ne peuvent pas compléter mon sondage. Donc, pour aujourd'hui, pour vous, ne pas sachant si vous avez votre compte de Google de connecter ou pas aujourd'hui, je vais décocher l'option. Quand vous avez vécu mon sondage tantôt, le premier exemple que je vous ai fait faire, c'était la même chose, je l'avais enlevé. Je peux limiter les réponses ici à une personne. Ça veut dire que tu peux juste faire le sondage une fois. Tu peux pas le faire une deuxième ou une troisième fois. C'est un réglage qui marche la plupart du temps, mais ce n'est pas infaillible. Il y a des manières technologiques de contourner ça, si vous avez des petits élèves rapides. Et si je veux faire modifier après l'envoi, mais ça veut dire que la personne peut retourner, changer ses réponses et ensuite soumettre le sondage de nouveau. Donc, je vais enlever cela pour les raisons que je viens de vous exprimer et je vais enregistrer mon paramétrage. Donc, mon questionnaire est prêt. Il est prêt à être envoyé. Donc, je vais cliquer sur Envoyer. Et là, je décide comment je l'envoie à tout mon monde. Est-ce que je rentre leurs adresses de courriel ici? Si je veux faire un envoi massif, j'ai peut-être des adresses de courriel des parents ou quelque chose. Je vais les coller là. Et le courriel, je peux faire un copier-coller d'une grande liste dans cette case-là. Ça marche assez bien. Si je veux l'envoyer par courriel. Si je vais l'envoyer à un groupe d'élèves, je vous conseille probablement de prendre le lien ici et de la copier et ensuite de le coller dans un courriel que vous allez envoyer. Vous avez peut-être des systèmes de courriel ou déjà une liste de distribution pour vos élèves. C'est pratique au lieu de rentrer toutes les adresses à la main. En ayant le lien aussi, ça me permet, comme quelqu'un pose la question au début, de prendre ce lien-là et de le coller dans une autre plateforme que j'utilise avec mes élèves, d'aller le coller dans ClassDojo ou dans CISA. Si je suis aux adultes, je vais peut-être le coller dans mon Moodle pour qu'il aille vivre le questionnaire Google. Si je suis dans Classroom, je vous conseille, tout ce que je vous ai montré sur le comment faire est bon, sauf la création. Dans Classroom, Google Classroom, quand on crée un devoir, on a l'option de créer un formulaire
directement à partir du section devoir dans Classroom. Donc, au lieu de faire Google Drive, créer un Google formulaire, copier le lien, aller le coller dans Classroom, mais je peux le faire à l'intérieur d'un devoir, donc elle est déjà en partage à mes élèves. Quand ils vont cliquer pour compléter le devoir, ils vont avoir accès au sondage. Donc, mon lien est ici. Je l'ai copié et je vais aller le coller dans notre clavardage ici. Avant de vous envoyer le compléter, vous avez accès, vous pouvez le compléter tranquillement, pas vite si vous voulez, mais je vais prendre des questions sur le partage ou l'envoi du formulaire pendant que vous répondiez. Fait que si vous voulez écouter les réponses, puis ensuite le compléter, c'est tout à fait correct. Jessie, on a quelques questions, je crois. Oui, il y a Karine qui demande si je ne fais pas de clé de correction et que je veux corriger moi-même les réponses, que dois-je faire? On va parler de ça tantôt quand je vous montre la consultation des réponses. Parfait. Ensuite, comment voit-on qui a complété le questionnaire si on ne collecte pas les adresses courriels? J'ai suggéré de faire une réponse courte où on va demander tout simplement quel est votre nom. C'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir si on pose la question pour le nom, notre première question de questionnaire, comme Jessie dit, on demande leur nom, mais ils peuvent marquer n'importe quoi. Fait que c'est pas une manière sécure, mais oui, ça nous fournit le nom. Sinon, on est obligé de les obliger à s'authentifier quand on collecte les adresses de courriel. La meilleure manière, en fait, je vais vous le montrer à l'écran. La meilleure manière, selon moi, c'est de collecter les adresses de courriel et d'exiger qu'ils se connectent à la commission scolaire. Parce que collecter leur adresse de courriel avec leur adresse de la commission scolaire, ça va me donner leur nom de famille, leur initiale, je vais savoir c'est qui. Tandis que si je collecte juste les adresses de courriel, mais s'ils se connectent avec leur compte Gmail, ou si ça prend leur compte Gmail ou autre, mais ça se peut que ça soit Tiga72 à commercial Hotmail, je n'aurai pas nécessairement leur nom. Ou on fait une combinaison de cela. On leur demande leur adresse de commission scolaire, on leur demande leur prénom. Comme ça, on l'a de manière visuelle dans l'interface de réponse que je vais vous demander tantôt. Je vais vous montrer tantôt. Il y avait beaucoup de questions par rapport au partage du questionnaire dans Classroom, mais je pense que tu as bien répondu à la question en partageant le lien URL, ce serait possible de le faire. Oui. Donc, peut-on le voir dans Classroom? Je vais y aller en ordre, là, Marc, parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de rentrer. Mais je vais t'arrêter juste une petite seconde, Jessie. Je n'aurai pas le temps à la fin de vous montrer l'interface de Google Forms dans Classroom. Parce que j'ai 10 minutes pour faire le tour de ce qu'on voit dans l'interface de réponse tout simplement. Vous pouvez le demander dans la formation Google Drive ou on l'a en tutoriel, je suis certain, quelque part. Donc, on pourra mettre le tutoriel en évidence ici dans le clavardage. Parfait. Il y avait une question quand tu disais aux gens de cocher commission scolaire, première seigneurie. J'imagine que pour ceux qui ont un domaine propre à leur école, comme école seigneurie, école Le Sommet, ce serait ça qui apparaîtrait à l'écran. C'est en plein ça. C'est ça. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande de refaire, juste montrer comment arriver à cette boîte-là où tu as envoyé le formulaire, à quel endroit tu as cliqué pour faire ouvrir cette fenêtre-là. Parfait. Donc, à partir de mon interface du formulaire, j'ai un grand bouton mauve envoyé ici en haut. Donc, c'est pour ça que je me suis corrigé au niveau du vocabulaire. On a tendance avec des documents Google de parler de partage, mais partage, c'est pour ceux qui créent le document. Là, dans un formulaire, on a créé notre formulaire. Ça, ce partage-là se fait dans Google Drive. Quand je veux l'envoyer à mes élèves, aux clients qui vont juste le consulter et le vivre, pas travailler dans le formulaire carrément, c'est le bouton envoyer. Super. Puis la dernière question qu'on a, c'est au niveau de la clé de correction, Marc, lorsque tu avais la possibilité de faire des rétroactions après chacune des questions. Est-ce que l'élève voit les rétroactions au fur et à mesure ou il les voit seulement à la fin du questionnaire? Je crois que c'est au fur et à mesure. Vous allez le vivre en suivant notre questionnaire. Je vois une question rapide, la dernière question de Marilyn qui parle de CSDPS et École à Seigneurie. Est-ce que c'est la même chose? Marilyn, la réponse c'est non. Si on oblige nos élèves de se connecter avec leur compte École à Seigneurie, c'est un autre domaine de Google que CSDPS. Fait que vos élèves sont dans votre salle de classe. Vous avez créé votre salle de classe École à Seigneurie. Ils sont probablement connectés avec leur compte École à Seigneurie. C'est cela qui va apparaître dans votre interface. Donc, je vais recoller le lien dans le clavardage. Je vous invite à faire le sondage
rapidement pour vous permettre de voir ce que ça donne. Les rétroactions, ça a l'air de quoi? C'est les fenêtres pop comment, le résultat, on le voit comment, juste pour vous permettre de le vivre. Puis ensuite, je vais prendre les 7-8 dernières minutes pour vous montrer un peu comment on peut consulter les réponses. Donc, je vous donne un petit, je vois que j'ai déjà 14 ou 15 réponses. C'est parfait. De toute façon, vous avez accès au clavardage après la formation, également dans votre interface de Teams. Vous pouvez retourner et vivre le sondage plus tard si vous voulez. Moi, je vais basculer tout de suite dans la section réponses ici pour vous montrer un peu ce qu'on voit en termes de comment on peut consulter les réponses de notre sondage. Puis, ça va probablement être la fin de la formation. C'était comme je pensais, j'avais à peine le temps de faire le tour des fonctions de base dans une bonne heure avec vous. Marc, donc, sans plus tarder, oui, excuse-moi, juste pour répondre à la question de Sonia, au niveau des rétroactions, qui c'était à la fin du questionnaire ou au fur et à mesure, dans celui que tu as fait, on les retrouve à la toute fin du questionnaire. Donc, c'est pas au fur et à mesure. OK, merci. Oui, ça doit être dans mes... OK, c'est à la fin. Parfait. OK, merci, Jesse. Donc, voyez-vous dans mon questionnaire, à partir du moment que quelqu'un commence à répondre, où la première réponse est soumise, j'ai un onglet réponse qui apparaît ici avec un petit chiffre à côté pour le nombre de personnes qui ont répondu. Quand je clique sur l'onglet réponse, j'ai un aperçu de mes réponses en visuel ici. Puis j'ai également le choix de consulter mes réponses dans une feuille de calcul ou dans un chiffrier. Pour la personne qui a posé la question tantôt, est-ce que je peux corriger moi-même les questionnaires après le fait? Oui. Je vous conseille de faire créer la feuille de calcul pour les réponses. Je vais vous le montrer dans 2 petites secondes. Ce qui vous permet de consulter un grand tableau avec les réponses, puis d'y aller avec un code couleur vous-même ou de regarder les réponses en profondeur. Dans notre interface visuelle de réponse, le système nous a créé des graphiques pour chacune des questions. Il me donne la répartition des points. Voyez-vous, j'ai 12 personnes qui ont eu les 3 points sur 3, 2 personnes. J'ai comme une synthèse ici. Quand je consulte ma première question, je vois le nombre de personnes. 6 personnes ont répondu vrai, 24 personnes ont répondu faux. Nous sommes quel mois? Plusieurs personnes ont mis mai, quelques personnes ont mis juin. Capitaine Nouveau-Brunswick, j'ai plusieurs écritures différentes du mot. Puis vous avez vu la rétroaction que ça vous donnait. Et on voit ça en barre graphique. Ça, c'est la première manière de consulter les réponses. Mais vous avez peut-être remarqué en haut ici, quand je consulte mes réponses, ce que je viens de vous montrer, c'est le résumé des réponses. Mais je peux consulter les réponses par question. Ou juste, excuse-moi, juste voir mes questions. Puis là, ici, voyez-vous, je vois combien de personnes ont répondu. J'ai 2 réponses là, j'ai 3 réponses ici. Fait que j'ai une petite synthèse là qui est peut-être un peu moins le fun à consulter. Puis, j'ai la réponse individuelle. Fait que là, je suis en train de passer à travers le questionnaire de chacun. Là, je n'ai pas de nom parce que je ne vous ai pas demandé de vous identifier ou autre. Mais je suis dans le questionnaire, la première personne à me soumettre des réponses, je vois son questionnaire au complet. Puis, j'ai les 30 questionnaires. Fait que là, j'ai le questionnaire de la première personne ici. Je vois leur réponse, puis qu'est-ce qu'ils ont répondu. Je peux basculer vers la deuxième ou vers la troisième. Donc, si j'avais fait authentifier les gens, si je leur avais demandé leur nom, je le verrais soit en réponse à une question, si je leur ai demandé de se nommer comme première question. Puis ça avait été par courriel, mais je verrais un peu leur adresse courriel pour pouvoir m'indiquer leur nom et tout ça par rapport à la système. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux imprimer tous les résultats ici. Je peux imprimer le résumé également, je crois. Non, pas vraiment. C'est pas nécessairement fait pour ça. L'autre manière de consulter les réponses, c'est de créer un fichier de calcul, une feuille de calcul pour ça. Donc, une feuille Google Sheets ou Google Chiffrier, qui est l'équivalent de Microsoft Excel. Donc, je vais me créer une feuille de calcul qui va être ma feuille réponse. Il va se nommer automatiquement. Donc, je vais la créer. Elle m'envoie directement dans la feuille de calcul qui s'est créée. Et là, je vois mes réponses. Je vois une colonne pour les notes. Je vois l'heure et la date à laquelle le sondage a été fait. La réponse, la question est ici en haut de colonne. Je peux l'agrandir un petit peu pour nous permettre de voir les questions.
les réponses qui ont été données ici. Fait que c'est ici où la suggestion de Jesse de poser la question aux élèves, quel est votre nom, comme question numéro 1. Mais dans cette colonne-ci, j'aurai quel est votre nom, j'aurai le nom de l'élève ici et ce serait un peu plus facile pour moi de les consulter. Donc, si je faisais la correction moi-même, je peux regarder ça, puis la regarder moi-même au fur et à mesure par rapport à tout ça. C'était rapide. On a vraiment juste vu les fonctions de base. Vous avez peut-être une trolley de questions de comment le personnaliser par rapport à certains contextes. Moi, je vais rester dans les salles quelques minutes pour prendre certaines questions. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde aille dîner aussi. Donc, je vais peut-être vous diriger vers les tutoriels ou autres. Je vais vous montrer ça juste avant que vous quittiez, si vous permettez. Il me reste 2 minutes. J'essaie de finir à temps. Donc, on a vu, vous avez vécu le questionnaire 2. On a consulté les réponses rapidement. Je vous rappelle les applications pédagogiques. Je n'élaborerai pas là-dessus, mais vous pouvez en jaser avec vos PPP, PPS ou conseils pédagogiques respectifs. Des ressources et tutoriels. Il y a des tutoriels sur le site web du STI. Je vous le mets à l'écran à l'instant, ce site web-là. L'adresse Jesse, je vais mettre l'adresse dans le clavardage moi aussi, je l'ai à l'écran. On va appeler ça le site web rouge. C'est le site web du STI qui existe depuis déjà 3 ou 4 ou 5 ans. Quand vous cliquez sur la suite Google, vous vous rendez dans la page de la suite Google et vous avez une section Forms dans la page qui vous montre les fonctions de base dans 2 tutoriels vidéo. C'est à peu près ce que je vous ai montré là. C'est des tutoriels de la base. C'est des petits 10 ou 15 minutes les vidéos. C'est pas tellement long pour revisiter les sections. L'autre source que nous avons pour vous, dans le site web qu'on a mis à la disposition des enseignants pour le temps du confinement, pour le télétravail à la maison. Dans la section rétroaction de ce site-là, vous avez créé un questionnaire interactif Google avec Google Formulaire. C'est un lien vers une liste de diffusion YouTube, donc plusieurs vidéos, une à la suite de l'autre, pour vous montrer en contexte des types de questionnaires. C'est vraiment le fun. Je vais mettre cette page-là également dans la... Oups. Excuse-moi. C'est ici que je vais être. Je vais mettre cette adresse-là, rétroaction à distance. Parfait. Je m'excuse. J'ai changé de place. C'est dans la page après la raison. Moi, je vais vous donner le lien direct pour la page. Sur la page rétroaction que je vais vous coller dans le clavardage, vous avez à défiler un peu vers le bas. Je vois des gens qui sont obligés de quitter et qui nous envoient des merci. Merci à vous autres aussi. Bonne journée. Ne vous gênez pas si vous êtes attendu ailleurs ou si vous avez des cocos à la maison pour qui vous devez faire à manger. C'est plus loin dans le bas de la page, on descend jusqu'aux outils numériques et vous allez voir ici 11 types de questions avec Google, créer un questionnaire numérique interactif. Elle est là, la vidéo. Avec ces 2 liens-là sont dans le clavardage. Parfait, je viens de coller le 2e lien vers nos 2e ressources dans le clavardage. Donc, les ressources et tutoriels pour Google, c'est parfait pour ça. Autre outil et formation. Là, je laisse cette diapositive-là. La prochaine formation sur les questionnaires interactifs va se donner la semaine prochaine. L'horaire va être publié plus tard aujourd'hui. Je crois qu'elle est plus tard dans la semaine prochaine. Dans cette formation-là, on a l'intention de vous présenter d'autres outils de sondage. Donc, ce ne sera pas nécessairement un Google Formulaire niveau 2 pour aller dans les options poussées. Honnêtement, les options poussées, on les a effleurées aujourd'hui, mais c'est vraiment du cas par cas. Je vous conseille de vous essayer dans Google Formulaire, puis ensuite de venir nous voir dans notre salle virtuelle de soutien pour qu'on vous conseille par rapport à votre questionnaire et votre intention pédagogique. Les autres outils qui sont bons, ils ont chacun des points forts et des points faibles. GoFormative en est une bonne. Socrative en est une autre. Kahoot, vous le connaissez peut-être déjà, elle est très, très connue. Peut-être un peu plus loufoque. Il y a moins d'outils de suivi après, mais c'est très bon. Puis Quizzes aussi en est une autre. C'est les noms, si vous rentrez dans Google ou dans YouTube, vous allez voir des présentations de ces outils-là. Puis sur leur site web, ces outils-là, c'est tous des outils en ligne en passant. Vous avez des petits procéduriers. Nous, on va prendre la peine de vous en présenter quelques-uns de ceux-là. Encore une fois, dans les contextes pédagogiques, dans notre prochaine formation. Fait que notre prochaine formation ne traitera pas de Google Formulaire, elle va traiter de 1 ou 2 de ces outils-là.
parce que certains, comme Go Formative, il y a d'autres types de questions où on peut carrément faire écrire l'élève à main levée à l'écran, puis ce genre de choses-là. Par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des dernières questions, Jessie? Oui, il y en avait une. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu la même question. En fait, là, c'était au niveau des rétroactions qui sont données aux élèves. Si on ne fait pas de clé de correction, puis qu'on veut donner des rétroactions aux élèves, par exemple, on donne un questionnaire de compréhension en lecture, les réponses sont toutes différentes, fait qu'on veut le corriger. Comment on peut remettre les rétroactions aux élèves par la suite? C'est sûr qu'on embarque dans une combinaison d'outils. Par exemple, si j'avais mes réponses ici dans mon chiffrier Google où je peux voir que, mettons, Joanie a répondu telle affaire, puis en passant une réponse longue, mais je vais avoir la paragraphe dans la cellule. Je pourrais copier sa réponse-là, le coller dans un autre document que je lui partagerai par la suite. Je pourrais aussi, dans les réponses du formulaire ici, y aller en individuel, puis en visioconférence avec l'élève, je pourrais passer ces questions avec il ou elle en partageant mon écran. Fait que je montrerai un peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle aurait pu faire, mais je suis dans une autre rétroaction de ce type-là. Mais je vous dirais, si vous êtes pour faire une rétroaction sur un texte long ou un contexte, ça prête peut-être moins bien un formulaire. Je pense qu'une petite lecture dans notre site web, le site web que je vous ai présenté ici avec notre page rétroaction, là, il y a plein de contextes de rétroaction puis d'idées de rétroaction technologique qui sont autres que des formulaires. Fait que je dirais, ma première réponse, ça serait, c'est peut-être pas la place à partir d'un formulaire. Si je veux passer la réponse de l'élève au peigne fin avec lui, avec elle, je passerai par un autre type d'activité puis un autre type de rétroaction que vous trouverez peut-être dans ce site-là. C'est au bout du lien, le deuxième lien que je vous ai fourni où était la vidéo. Jessie, moi, je peux rester dans la salle pour quelques questions individuelles. Il y a moins de personnes qui sont dans la formation actuellement. Je peux te libérer, Jessie. Je te dis un gros merci pour ton aide pour les questions. J'ai vu que tu as répondu plusieurs fois aussi dans le clavardage. C'est génial. Merci beaucoup. Juste pour te dire, là, la dernière question qui revenait, peut-être remontrer comment tu as fait pour ouvrir le fichier Excel. C'est revenu 2-3 fois. Fait que si tu veux le remontrer à l'écran, c'est tout. Merci. Je vais remontrer ça. Puis les autres personnes qui demeurent, je vais demeurer quelques minutes. Je vous inviterai à prendre le micro à tour de rôle. Je vais juste montrer la réponse à la dernière question. Donc, quand je suis dans le formulaire et je vois que j'ai un pastier avec une chiffre à côté de réponse, ça me permet de cliquer et de consulter les réponses. J'ai l'aperçu de mes réponses ici en visuel. Quand je veux créer une feuille pour avoir les réponses dans un chiffrier, je clique sur l'onglet vert ici, qui est l'icône pour les Google Sheets, le chiffrier de Google. Quand je clique sur l'icône, là, il m'amène vers le document parce que je l'ai déjà créé. Si je ne l'avais pas créé, il me demande de le créer et de lui donner un nom, tout simplement.